Le 22 novembre 1963 à Dallas, John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis, est abattu en pleine rue lorsqu'il traversait Dealey Plaza dans une décapotable sous les yeux de son épouse, des milliers de citoyens et bientôt le monde entier. Ce moment, figé à jamais dans la mémoire collective, marque non seulement la fin brutale d'un mandat porteur d'espoir, mais aussi le début d'un des plus gros mystères contemporains. Quelques heures plus tard, un suspect est arrêté, Lee Harvey Oswald. 2 jours plus tard, il est à son tour assassiné en direct à la télévision par Jack Ruby, saillant le silence et ouvrant la voie à des décennies de doutes. Car si la version officielle, celle de la commission Warren, affirme qu'Oswald a agi seul, les contradictions, les incohérences du dossier, les témoignages discordants et les documents restés longtemps classifiés nourrissent une autre hypothèse, celle d'un complot. Mafia, CIA, guerre froide, intérêts politiques, les pistes sont nombreuses et chacune semble soulever plus de questions qu'elle apporte de réponses. Dans cet épisode de Portrait, nous allons plonger dans les zones d'ombre de cette affaire, explorer les différentes théories et tenter de répondre ce qui s'est réellement passé le 22 novembre 1963. Pour vous mettre dans le contexte, il est exactement 12h30 lorsque 3 coups de feu déchirent l'air de Dallas. Le président Kennedy est touché à la gorge puis à la tête. Sa femme, Jackie, tente désespérément de sauver quelque chose de ce moment tragique en montant sur le capot pour ramasser des fragments de crâne. La scène est à la fois irréelle et terrifiante. Transporté au Parkland Memorial Hospital, JF Kennedy est déclaré mort à 13h00 heure américaine. Le même jour, la police arrête Lee Harvey Oswald, ancien marine devenu employé dans un dépôt de livres situé à proximité. Directement, Oswald nie les faits et se déclare bouc émissaire. 2 jours plus tard, il est tué à son tour en direct à la télévision par Jack Ruby, un personnage trouble et bien connu des milieux Interpol de Dallas. Cette succession d'événements rapides et chaotiques soulève des doutes immédiats. Pourquoi un suspect est-il tué avant son procès et pourquoi tant d'éléments semblent confus, contradictoires, voire mis de côté? Ce jour-là, l'Amérique ne perd pas seulement son président, elle perd surtout sa certitude de vivre dans une démocratie transparente. Les récentes déclassifications d'environ 80 000 pages du document relatif à l'assassinat de Kennedy par le président actuel Donald Trump a suscité un regain d'intérêt pour cette affaire emblématique de l'histoire américaine. Si ces nouvelles archives ne bouleversent pas la version officielle, elles apportent en réalité un éclairage inédit sur les éléments longtemps restés dans l'ombre. On découvre par exemple que la CIA surveillait Oswald bien avant l'attentat. James Jesus Angleton, chef contre-espionnage, aurait eu connaissance des liens avec des agences cubains et soviétiques. Une question se pose alors, pourquoi ces renseignements n'ont pas été pris en compte? Les documents déclassifiés mettent également en lumière un programme méconnu du grand public, mais fondamental dans le contexte de la guerre froide. On parle bien évidemment de l'opération Mongoose. Lancée en 1961 sous l'administration Kennedy, cette opération secrète avait un objectif clair, faire tomber Fidel Castro et déstabiliser le régime communiste de Cuba par tous les moyens possibles. Ce plan était dirigé en sous-main par la CIA avec le feu vert du président, mais s'est rapidement transformé en une entreprise souterraine mêlant espionnage, sabotage, attentats ciblés et alliances douteuses. Et pour accomplir ces missions, la CIA n'a pas hésité à s'entourer des personnalités issues des crimes organisés, notamment des figures notoires de la mafia américaine, ainsi que des groupes d'exilés cubains anticastristes animés par un profond désir de vengeance après leur défaite lors du fiasco de la baie de Cochon. Parmi ces réseaux opaques, plusieurs individus auraient été en contact de près ou de loin avec Oswald. Ces connexions, bien que difficiles à tracer de façon formelle, soulèvent une interrogation centrale. Est-ce que c'était un électron libre ou un pion utilisé par des forces bien plus vastes que lui? Un autre élément troublant est que plusieurs documents évoquent l'existence d'une clique au sein de la CIA, une faction radicale qui aurait vu Kennedy comme une menace à leur opération secrète. En effet, selon la rumeur, le président voulait reformer l'agence et certains disent même la démanteler. Sans preuve formelle, ces suppositions alimentent la thèse d'un complot interne mené non pas par toute l'agence mais par un groupe prêt à tout pour préserver ses intérêts. Les archives offrent également de nouveaux détails sur le déplacement d'Oswald à Mexico. En septembre 1963, il aurait rencontré des espions russes et cubains, ce qui pourrait aider à mieux comprendre ses motivations et ses éventuelles connexions internationales à la veille de l'attentat. Il est toutefois essentiel de rappeler qu'aucune de ces révélations ne remet fondamentalement en cause les conditions officielles établies par la commission Warren qui affirme
affirmé en 1964 qu'Oswald aurait agi seul. En revanche, ces documents enrichissent notre compréhension du contexte géopolitique tendu de l'époque marqué par la guerre froide, les opérations clandestines de la CIA et les luttes de pouvoir en coulisses. L'ombre de l'assassinat de JF Kennedy continue donc de planer entre vérité partielle et zone d'ombre persistante. À ce jour, ses motivations restent floues, mais une chose est claire, Oswald n'était pas un simple inconnu sans contact. Il gravitait dans des cercles bien plus complexes que la version officielle laissait entendre. Au cœur des ombres d'affaires de Kennedy, il existe également des incohérences médico-légales, techniques, presque mathématique et pourtant elle défie la logique. Selon la version officielle, 3 balles auraient été tirées par Oswald depuis le 6e étage du dépôt du livre. La première balle aurait manqué sa cible, la deuxième aurait traversé le cou du président Kennedy, puis entré dans le cou du gouverneur John Colony, avant de ressortir, de briser un poignet et de terminer sa course dans la cuisse. Et finalement, c'est la 3e balle qui aurait frappé mortellement Kennedy à la tête. Sauf que cette version, connue sous le nom de la théorie de la balle magique, affirme qu'une seule balle aurait causé 7 blessures sur les 2 hommes en changeant de direction plusieurs fois. Pour beaucoup, cette hypothèse relève davantage de la fiction que de la science. Pour vous dire, même le gouverneur, lui-même grièvement blessé, n'a jamais reconnu cette version. Et ce n'est pas tout, les premiers médecins qui ont examiné Kennedy ont décrit une blessure d'entrée à l'avant de la tête, ce qui indiquait un tir venant de face. Or, la version officielle affirme que tous les tirs venaient de l'arrière. Alors, qui croire? L'autopsie, quant à elle, a été réalisée à la hâte à l'hôpital militaire dans des conditions floues, chaotiques, presque clandestines. Des clichés médicaux disparaissent, des notes sont détruites, des témoins sont contredits ou ignorés. On parlerait même de manipulation du corps. À ce stade, il ne s'agit plus simplement d'erreur, mais peut-être de falsification délibérée. Alors on peut se poser la question de pourquoi cacher la vérité et surtout à qui profite le crime. Pour répondre à cette question, on aurait plusieurs pistes qui circulent depuis des décennies. La CIA, dans certains cadres nourrissent une hostilité envers Kennedy, aurait pu voir la politique étrangère comme un frein à ses opérations clandestines. La mafia, qui l'aurait aidé à se faire élire, mais que son frère Robert Kennedy a rapidement décidé de pourchasser une fois au pouvoir, aurait pu se venger. Le complexe milito-industriel, quant à lui, aurait craint la volonté que Kennedy désengage les États-Unis du Vietnam. Et certains vont même jusqu'à accuser le FBI, voire le vice-président Lyndon B. Johnson, qui a prêté serment quelques heures à peine après la mort de Kennedy. Ce document n'apporte pas de preuves irréfutables d'un complot, mais relève d'un nœud de mystère, de silence, de rivalité, de documents manquants et surtout de coïncidences troublantes. Bon, finalement, ces archives ne permettent pas de savoir avec certitude qui a tué Kennedy, mais elles posent une question encore plus inquiétante. Pourquoi continue-t-on à cacher autant de choses si la vérité est si simple ? Mais ce qu'on peut retenir, au fond, dépasse même l'effet brut de l'enquête. Car en réalité, cette affaire nous dit quelque chose de bien plus profond. Elle relève comment une démocratie peut vaciller lorsque ses institutions perdent leur crédibilité. Lorsqu'un État dissimule ou retarde la vérité, il crée un vide. Et ce vide, la société le remplit avec ce qu'elle a en sa possession. C'est-à-dire des théories, des fantasmes ou encore des suppositions. Ce n'est donc pas simplement une question de preuve ou d'enquête criminelle. C'est une affaire de confiance, un mémoire collectif et de besoin de comprendre. Quand la réponse officielle ne suffit plus, c'est tout un peuple qui se met à chercher ailleurs, à interpréter, à questionner et parfois jusqu'à l'obsession. L'affaire Kennedy n'est pas seulement une page sombre de l'histoire américaine, c'est un miroir tendu à toute société moderne. Un rappel que la vérité, quand elle vacille, entraîne avec elle bien plus qu'un récit, elle emporte la stabilité même du lien entre le peuple et le pouvoir. Et tant que l'histoire restera fragmentaire, tant que la lumière ne sera pas faite sur l'ensemble des faits, le doute, quant à lui, continuera de grandir parce que les sociétés ont besoin de sens autant que de vérité. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout, dis-moi ce que tu penses de cette affaire dans l'espace commentaire. Moi je te dis à la prochaine, c'était Monsieur Yeman. Peace.